Je les résume par une chose. C'est l'enjeu en fait de la place de l'humain aujourd'hui dans notre société. Et dans notre société, tant notre société urbaine que nos sociétés rurales, que la société planétaire. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre que l'humain doit toujours rester au centre, malgré ce qu'on appelle et ce qu'on nomme aujourd'hui la révolution numérique, qui à mon sens n'est pas une véritable révolution au sens révolution industrielle telle qu'on l'a toujours en fait qualifiée. Parce que c'est la première révolution technologique qui bouscule encore plus que n'a pu le faire les précédentes le comportement humain, ses interactions non seulement avec lui et avec son environnement social, mais aussi dans son environnement professionnel, dans son environnement de la société civile, de son implication dans sa vie au quotidien. Alors, j'ai souvent tendance au Conseil national du numérique à rappeler que nous, en tant qu'organe indépendant, nommé par l'État pour conseiller le gouvernement et les institutions sur les politiques publiques à mener dans le cadre de cette transition numérique, que, l'humain doit être toujours au cœur de toutes les problèmes et les solutions qu'on veut apporter, et deux, surtout, de faire en sorte que l'État maintenant devienne vraiment un facilitateur et non plus un donneur d'ordre. Mais ça veut dire beaucoup de choses en termes de transition numérique pour nos sociétés, et que l'on parle de sociétés développées que de sociétés en voie de développement, comme ce qui nous intéresserait par exemple ici aujourd'hui à Emerging Valley sur ce qui se passe en Afrique. Je crois que c'est aussi compliqué, c'est autant compliqué pour l'individu que pour la puissance publique, la puissance étatique, de comprendre en fait certaines notions. Nous, ce qu'on constate au Conseil national du numérique sur l'ensemble des travaux que nous menons, et je chapeaute actuellement avec les membres 16 groupes de travail différents sur des sujets qui portent autant sur l'éducation que l'impact environnemental du numérique, la santé, l'accessibilité, le statut des travailleurs des plateformes aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire et quels droits ont-ils ou n'ont-ils pas, la compétitivité, la régulation des grands acteurs économiques, la transformation digitale de l'État, ce qu'on appelle e-government aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est très compliqué pour une puissance étatique existante, c'est que la plupart de nos dirigeants ont du mal à percevoir certains de ces changements. Ont du mal à percevoir, et c'est assez symptomatique d'ailleurs de quand on parle d'enjeux en fait, du numérique, on n'a pas su anticiper, on n'a pas su prévoir, et on n'a pas su se rendre compte à quel point ce qui d'abord était l'informatique, puis est devenu le numérique, pouvait à ce point être disrupter complètement notre vie au quotidien. Et c'est compliqué tout simplement parce que personne n'a été éduqué. Tout le monde au début du numérique, donc au début des années 2000, était persuadé de savoir plus ou moins créer un petit site web, faire une espèce de ce qu'on appelait un site vitrine avant, et donc était persuadé de comprendre ce que c'était que le numérique du moment qu'on tapait sur un moteur de recherche pour trouver une information. Le numérique des réseaux sociaux, le numérique commercial, est venu complètement perturber cette notion, cette impression de connaissance, et demande aujourd'hui à tout être humain sur la planète de comprendre non seulement techniquement ce qui se passe devant et derrière l'écran. Le frein majeur, c'est notre manque d'acculturation numérique. C'est notre manque d'éducation au numérique, et une éducation qui est extrêmement compliquée parce que c'est une éducation non seulement technique qu'il faut apporter, mais aussi une éducation philosophico-éthique des usages. Et c'est là où effectivement on est complètement dans une forme en fait d'acculturation et de pédagogie du numérique qui est complètement différente de ce qu'on a pu rencontrer quand on a enseigné au départ les mathématiques, les sciences physiques, puisque moi j'estime que les sciences de l'informatique sont des sciences dures au même titre
que les sciences physiques et mathématiques qu'on enseigne aujourd'hui de manière tout à fait naturelle dans les enseignements primaire et secondaire, et bien sûr formation supérieure. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai courage à avoir de la part de nos gouvernants à complètement modifier nos structures d'enseignement et d'éducation pour permettre à la jeune génération de pouvoir avoir les outils pour pouvoir prendre en main cette véritable transition et le faire sans que cela provoque des heurts, sans que cela provoque des catastrophes humaines, puisque ces catastrophes humaines, nous les subissons déjà du fait de notre manque en fait, de maîtrise des usages et des outils que l'on met à notre disposition. Ce pourquoi nous plaidons au Conseil national du numérique et que nous partageons avec pas mal d'autres acteurs, notamment de la société civile, c'est qu'une éducation au numérique doit être mise en place pour nous dès les premières années du secondaire, c'est-à-dire la 6e, qui mêle à la fois une éducation technique, mais aussi à laquelle nous devons absolument et prioritairement associer une éducation à l'éthique et à la philosophie. L'intelligence artificielle qui est en train de prendre le pas sur la modélisation technologique de cette transition numérique que nous vivons, doit absolument être faite avec une meilleure connaissance des droits humains qui sont enseignés dans les philosophies et l'éthique. Pour accompagner en fait cette transition sur le continent, je souhaiterais que le continent en fait se nourrisse des erreurs qui ont été faites dans le monde occidental et justement ne répète pas les erreurs passées qui sont aujourd'hui les freins et les écueils que l'on vit pour justement réinventer un numérique, réinventer des technologies qui vont véritablement être au service des besoins des populations dans les différents territoires qui sont divers et variés. Alors il y en a énormément. Il y a énormément de personnes, de livres connus ou peu connus qui m'ont fait grandir, qui m'ont nourri. La première à laquelle je pense, qui n'est absolument pas connue, mis à part de ma famille, c'est ma grand-mère maternelle. Je suis connue pour être très engagée pour la mixité dans la tech, pour encourager les filles à faire partie de cette transition numérique, à elles aussi avoir la possibilité de construire ce monde numérique vers lequel nous nous dirigeons, parce que c'est un monde numérique qui doit répondre aux deux genres, et pas uniquement au genre masculin. Et ma grand-mère, d'origine syrienne, quand elle est arrivée au Maroc, a participé à l'émancipation du Maroc, a lutté contre l'envahisseur français. Et s'est ensuite beaucoup attachée à créer des programmes d'émancipation des femmes, d'alphabétisation des jeunes filles, pour leur permettre d'être indépendantes, de s'émanciper à la fois financièrement et intellectuellement. Et elle a beaucoup été pour moi le modèle que j'ai toujours voulu suivre, parce que oui, les femmes comptent sur cette planète, elles doivent compter encore plus sur cette planète, d'autant plus qu'on est plus nombreuses.